Congo na biso. Congo na biso. Ce que je voudrais dire qui est assez important, c'est que vous devez savoir, je le dis à l'opinion ici, que Joseph Kabila prépare le prolongement en tout cas de 2016. Vous avez vu qu'il a tenté de changer la constitution et toutes les pressions se font, mais maintenant il va raisonner autrement. Donc le forum qu'il a fait tenir, qu'il a appelé concertation, en fait va lui servir. Vous savez que dans ce forum on a recommandé un recensement. Il va servir du recensement qui va commencer autour de 2015, qui va prendre 2 à 3 ans. Vous voyez que le délai de 2016 est dépassé. Après cela, il va commencer par les élections locales, et puis provinciales, et puis nationales. Il prendra pour prétexte le fait qu'on ne peut pas organiser tous ces trois scrutins dans la même année. Donc il faudra les étaler, avec évidemment la complicité ou le silence de la communauté internationale qui financera, parce que c'est à lui qu'on s'adressera pour financer. Et donc, ça va être échelonné, on arrivera facilement à 2019-2020. Voilà l'information essentielle que je voulais faire passer et pour laquelle je demande aux Congolais de rester très vigilants partout où ils sont. Kabila n'a pas gagné les élections de 2011. Il ne peut même pas se permettre de parler de l'échéance 2016. Alors, a fortiori, s'il doit parler de 2019, c'est inacceptable. Il ne sera pas candidat en 2016. Mais vous remarquerez qu'il y a une subtilité dans sa phrase. Quand il dit qu'il ne sera pas candidat, il dit ensuite, mais il donnera le pouvoir après qu'il y ait eu élection dans ce pays. Donc même en 2019, il pourrait être là et de rendre le pouvoir après qu'il y ait eu élection. Félix Tshisekedi, bonsoir. Bonsoir, Papa Jules. En quelques mots, quelle est la situation en République démocratique du Congo? Elle est déplorable, hein. La situation socio-économique, n'en parlons pas. Vous savez, ça va de mal en pis. Je reviens de là, j'étais encore là au mois d'août. Le Congo va mal. Et la vitrine du Congo, on le sait très bien, c'est Kinshasa. Déjà, Kinshasa, ça va mal. Nous qui avons eu l'occasion d'aller en province, parce que je rappelle encore que je suis un élu de Mbuji-Mayi, donc je sais, j'ai palpé la réalité de ma province d'origine du doigt. Je peux vous dire que la misère est criante, la situation est catastrophique, et tout le monde sait que c'est à cause de la situation politique. Vous vous considérez toujours comme un élu de Mbuji-Mayi? Mais oui, pourquoi ça va changer? Jusqu'aux prochaines échéances, c'est comme ça. Les électeurs de Mbuji-Mayi m'ont fait confiance. J'ai été... si pas le mieux élu de la République, en tout cas un des mieux élus de la République. Donc ça reste. Est-ce que vous êtes encore député? Oui, je suis élu de Mbuji-Mayi. Donc député, peut-être pas, parce que pour être député, je crois qu'il faut siéger, ce que je ne fais pas du tout, et que je ne ferai pas tant que l'ordre sera ce qu'il est aujourd'hui, mais élu, je le suis, et je resterai. Mais comme nous avons suivi dans les informations, vous avez été exclu du Parlement. Comment avez-vous vécu Exclu du Parlement? Non, parce que j'y suis jamais entré. J'ai été, comme ils ont appelé, invalidé, ce qui est d'ailleurs totalement erroné, parce qu'ils n'ont pas ni le pouvoir ni le droit de m'invalider. J'ai été élu par le peuple, c'est le peuple qui peut le faire, pas eux. C'est pour ça que j'ai jamais fait une seule attention, attaché une quelconque importance à ça. Pour moi, c'était de la comédie. Du règlement de compte qui n'a d'ailleurs rien changé, parce que moi j'ai été élu, je sais que je les ai dérangés. C'est quand je suis arrivé à Kinshasa que vous avez remarqué que c'est là qu'ils ont pensé à sortir cette histoire. Comme au même moment il y avait aussi le cas de M. Diomi que l'on cherchait absolument à nuire, à terrasser. Eh ben, ils ont fait d'une pierre deux coups. C'est plutôt M. Diomi et moi qui étions visés que tous les cinq, comme ils ont présenté la situation. Mais bon, écoutez, c'est vraiment un épiphénomène, il ne faut vraiment pas s'attacher à ça. J'espère que vous n'allez pas consacrer la majeure partie de vos questions sur... Non, on va arriver étape par étape. Mais d'après certaines informations, il paraît que vous n'avez pas respecté le deal de faire partie de la CENI. C'est pour cela que
En représailles, on vous a invalidé du Parlement. Un deal passé avec qui? Je sais pas. Voilà, donc comme déjà vous ne savez pas, donc les CCI paraît là où ils sont. Vous savez, les Congolais, nous avons inventé la radio trottoir, vous savez, hein, donc nous sommes vraiment les maîtres de la désinformation, des rumeurs et tout ce que vous voulez. Non, non, je n'ai passé de deal avec personne, si ce n'est la proposition que m'avaient faite les amis, on va les appeler ainsi, députés, qui avaient été élus sur la liste de notre parti et qui sont partis siéger C'était quoi la proposition? de me désigner comme le représentant de l'opposition au poste de rapporteur à la CENI. Mais là où nous divergions, les amis et moi, c'est que déjà nous de l'UDPS, nous qui n'avons pas été siégés et tous les autres, nous ne nous considérons pas comme étant de l'opposition. Nous avons gagné les élections, nous ne sommes pas de l'opposition. Donc le poste de rapporteur ne pouvait pas nous revenir, ça c'est une chose. L'autre chose, c'était aussi que la position du parti est celle qui est connue, c'est-à-dire nous ne siégeons pas dans cette assemblée de kabylistes, dont la plupart d'ailleurs qui se disent députés sont des gens nommés plutôt qu'élus. Vous avez suivi les contestations qui ont suivi la période électorale. Ils ont commencé la bagarre entre eux, membres de ceux qu'ils appellent la majorité. Ils se sont empoignés, se contestant les uns les autres. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait rien de crédible là-dedans. Donc ça ne servait à rien d'aller là-bas parce que c'était une majorité factice qu'ils se sont inventés dans le but de commencer à faire ce qu'ils ont l'intention de faire maintenant, et j'espère dont on parlera, parce que ça, je trouve le plus important. Il faut éveiller la conscience de nos concitoyens. Quelle relation avez-vous? Et puis, oui, pardon, je terminais. Donc, le troisième point, c'était personnel. Donc, personnellement, j'ai rejeté cette CENI parce que, personnellement, je ne me voyais pas passer 6 ans dans cette histoire. Moi, je suis plutôt politique que société civile. Je ne me voyais pas passer 6 ans prisonnier dans cette histoire plutôt que d'être proche de mon parti, dans mon parti en train de militer, proche de ma population. Et voilà, donc c'était ces 3 raisons qui ont milité en faveur de mon refus. Est-ce que vous avez reçu des pressions pour ne pas faire partie? De qui? On parlerait de président Tshisekedi. Non, sincèrement, de vous à moi, on n'en a même pas parlé. On n'en a pas parlé. Pourtant, je suis arrivé à Kinshasa, je l'ai salué. Tous les soirs, parce que c'est là que j'allais manger, j'allais dîner le soir, donc chez mes parents, et j'étais là tous les soirs, donc on n'en a jamais parlé. Je vous jure, devant Dieu, je n'ai jamais parlé de ça. Nous n'avons jamais évoqué cette question avec lui. Jamais. Jusqu'au jour où j'ai fait mon point de presse et où j'avais clarifié ma position dans l'opinion. C'est tout. On n'a jamais parlé de ça avec lui. Quelle relation avez-vous avec les amis de l'UDPS qui sont au Parlement? Les plus normales possibles, je dirais simples possibles. C'est des relations simples. Vous n'avez pas rompu les ponts? Non, je n'ai pas rompu les ponts, pas parce que je les soutiens dans ce qu'ils ont fait, non, sûrement pas. Mais parce que, je vais peut-être étonner les gens, je ne considère pas ce qu'ils ont fait comme une trahison. Moi, je considère ça comme un acte d'indiscipline qui mériterait sanction, bien entendu. Mais ce n'est pas une trahison, parce que je crois que, et j'ai toujours été le premier à le dire au sein du parti, j'ai beaucoup regretté cette occasion que nous avons manquée. Je crois qu'on aurait pu gérer cette situation autrement. Malheureusement, elle s'est terminée comme elle s'est terminée, et je vous le dis parce que je suis très bien placé dans tous les déplacements où je vais, dans tous les contacts que je prends ici à l'extérieur. La première des choses qui revient, pourtant on est presque à 2 ans après les élections, c'est ce procès d'intention qu'on nous fait toujours de dire « ouais, mais pourquoi vous avez refusé à vos députés de siéger » et tout ça. Donc je commence toujours par leur dire « écoutez, moi je suis aussi député comme eux, donc si j'ai choisi ça, c'est pas par plaisir. Je l'ai fait parce qu'il y avait des raisons et je les ai évoquées ici. Mais je crois qu'au niveau, mais ça je leur dis pas, je vous le dis ici, au niveau du parti, nous aurions pu gérer ça autrement. Donc c'est une cuisine interne. Nous n'aurions pas dû la mettre sur la place publique, laver nos linges sales comme on l'a fait. Ça nous a fait beaucoup de tort au niveau de l'image. Dans ce que vous venez de dire, qui vous a incriminé, monsieur? Non, président? Non, le président, vous savez, le président a beaucoup de choses à faire. Je crois que
c'était notre devoir à nous, ses accompagnateurs, ses cadres, les membres de son parti, c'était à nous d'être sages, suffisamment sages, pour nous réunir entre nous et lui amener le résultat de nos cogitations. Donc, c'était à nous de le faire, c'est pas à lui, toujours, à lui. Non, lui, c'est le président de la République, il a d'autres tâches, c'est à nous de réfléchir aux problèmes du parti et de lui amener les solutions. Si moi je devais décoder votre message, ça veut dire qu'il y a eu au sein de l'entourage des gens qui ont influencé cette décision? Bon, il y a eu beaucoup de choses, je veux pas... Vous savez, moi je n'aime pas parler des problèmes de mon parti sur la place publique. Je dis ce que j'ai à dire, ça s'arrête là. Il y a eu des choses qui m'ont déplu, c'est pour ça que je vous dis que je refuse de considérer ces amis comme des traîtres au parti. Il y en a peut-être parmi eux, je n'ai pas dit qu'ils sont tous blancs comme neige, mais il y en a, on sent, je les ai vus, j'ai parlé avec eux, je suis en contact avec eux. Il y en a qui continuent à se revendiquer membres du parti. Bon, je leur dis que c'est pas à moi de décider s'ils le sont ou pas. Et qui continuent à faire du travail avec moi, avec certains cadres aussi du parti, pour le parti, pour l'intérêt du parti. Donc, pourquoi est-ce que je vais rejeter des gens comme ça quand ils contribuent à ce que nous faisons politiquement, voire même diplomatiquement des fois. Donc, par rapport au parti, certains vous verrez bien comme président de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Oui, je dis que ce n'est pas le moment d'y penser. Moi, je n'y pense pas, je vous le dis très sincèrement, la main sur le cœur, je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que le président est là, il est bien là, le président que nous avons, et nous avons le meilleur président possible. Je crois que dans l'UDPS, nous n'avons pas et nous n'aurons sûrement pas de sitôt un candidat aussi crédible et aussi charismatique qu'Étienne Tshisekedi. Donc, au lieu de commencer à spéculer sur ce que sera l'après Tshisekedi, parce que l'après Tshisekedi n'appartient qu'à Dieu, pensons plutôt à ce que nous pouvons faire pendant que nous avons un monument comme celui-là, et pendant que nous pouvons en faire beaucoup de merveilles avec lui. Voilà, c'est pour ça que je ne me mets jamais ça à l'esprit. Ça, c'est d'une part. D'autre part, bon, écoutez, c'est d'un point de vue sentimental. Cet homme, c'est mon père. Vous me demandez là de penser au jour où il ne sera plus là. Ce sera le jour le plus triste de ma vie. Donc, je ne peux vraiment pas y penser du tout. D'autres disent en termes stratégiques, comme lui s'occupe de la présidence de la République, vous, Félix, vous pouvez vous occuper de la présidence de l'UDPS? Mais non, vous connaissez notre problème que nous avons appelé chez nous le fameux problème d'impérium, c'est-à-dire l'effectivité du pouvoir. Mais tant que nous n'avons pas l'impérium, le président de la République est encore président du parti. Pourquoi est-ce qu'on doit changer ça? Pourquoi est-ce qu'on doit bouleverser ça? Pour moi, ça ne sert à rien. À tous ceux qui disent ça, je leur pose toujours la question de savoir quelle est l'opportunité de faire ça. Quand on parle de renouvellement de la génération... Pourquoi on veut renouveler? Nous avons un président, je vous dis, Papa Jules, moi j'étais au Congo, j'ai participé à la campagne électorale, à la pré-campagne même, parce que j'ai accompagné le président lorsqu'il a fait son déplacement au Katanga, que l'on donnait comme le bastion de Kabila. Nous avons fait un raz de marée. Et vous savez, dans l'assistance qu'il y avait là, dans la foule, la majorité, je donnerais, la moyenne d'âge était de 18-20 ans. Donc ce sont des jeunes qui soutiennent un homme de 80 ans. Alors pourquoi est-ce que vous voulez qu'on ramène des jeunes inconnus, inexpérimentés peut-être, qui vont peut-être amener des problèmes? Vous êtes inexpérimenté. Moi je ne suis pas aussi connu qu'Étienne Tshisekedi, ça c'est clair. Ça je le dis, oui, effectivement. Je ne suis pas, je vais paraphraser le Christ, je ne suis même pas capable de dénouer les fils Ça fait combien de temps que vous êtes dans la politique de ces chaussures? Comment? Les lacets de ces chaussures. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la politique? Oui, moi ça fait longtemps, ça fait 20 ans maintenant. 20 ans. Donc vous ne vous sentez pas capable d'être président de l'UDPS? Mais écoutez, je serai capable d'être le président de l'UDPS le jour où les membres de l'UDPS me mettront à cette place-là. Or, pour le moment, non seulement je n'en vois pas l'utilité, mais en plus, il n'y a pas d'opportunité à le faire. Mais le jour où on me portera, et encore faudrait-il que je sois candidat, ben là, oui, j'aurai le devoir d'être capable. Mais pour moi, je vous le dis, ça ne me traverse pas l'esprit du tout, du tout.